Très bien. Écoutez, rebonjour pour une nouvelle contribution au 17e rencontre d'Espace Marx Aquitaine Bordeaux-Gironde dans le cadre de sa rencontre annuelle qui s'appelle Nouvelle pensée critique et actualité de Marx dans la perspective de nouveaux horizons de civilisation. Et cette année, nous avons décidé de regarder un petit peu plus le thème de révolution. Vous avez dit révolution. Et dans ce cadre, Alexandre Fernandez, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne, nos amis d'à côté, va nous présenter une contribution sur le thème Quelle lutte des classes dans la Révolution mexicaine dans les années 1910 à 1920. À toi. Merci Dominique. Alors, comme chaque année, je regarde les attendus du colloque. euh, et cette année, vous avez dit révolution. Révolution, vous avez dit révolution. Alors moi, évidemment, quand j'entends révolution, je bandis mon 1789 et surtout 92-93 et de part 1917. Alors, ce sont les deux révolutions qui viennent immédiatement à l'esprit lorsqu'on entend le terme. Bien entendu, il y en a d'autres. Et parmi ces autres, j'ai proposé de vous parler de la Révolution mexicaine pour plusieurs raisons. D'abord parce que, voilà, si je connais un peu la Révolution, enfin, c'est bien la Révolution française et même la Révolution russe, mais enfin bon, pas travailler sur la Révolution russe, et un petit peu sur la Révolution mexicaine, et parce que la Révolution mexicaine, d'une certaine façon, c'est la révolution, c'est d'une certaine façon, et pas simplement dans le monde ibérique, la révolution par excellence. Là, je parle de la révolution, évidemment, de la grande révolution, il y en a antérieurement au 19e, mais celle de 1910, et j'ai proposé dans le titre de faire, de poursuivre la réflexion jusqu'en 1920. Vous verrez on aurait pu s'arrêter en 17, s'arrêter en 20, mais dans l'optique que j'ai proposée, celle de la lutte des classes, je pensais qu'il était assez intéressant de vous faire réfléchir sur le cours de cette révolution jusqu'en 1920. Si vous me permettez, je n'avais pas prévu ça évidemment, mais je réagis à la fin de l'échange précédent sur la quel, quel usage de l'histoire du mouvement ouvrier à destination des militants aujourd'hui, ou de ceux qui espèrent transformer aujourd'hui, il faut absolument, Dominique a proposé, a tendu la perche, hein, il faut absolument se défaire de ce sentiment de culpabilité, que ce soit à propos des révolutions du XXe siècle ou que ce soit à propos de celle du XIXe ou du XVIIIe siècle. Euh, les, euh, En tant qu'historien, mais aussi en tant que militant, il ne s'agit pas de distribuer a posteriori des mauvais points et surtout des mauvais points de conduite ou de morale. L'histoire, il s'agit d'autre chose. Et vous verrez dans cette révolution. C'est très bien la révolution mexicaine parce qu'elle est à la fois très importante, très emblématique et elle n'a pas les mêmes enjeux réels. Bon. Euh, Elle ne porte pas la même, en tout cas dans nos pays, à nous ici, hein, en Amérique latine c'est autre chose, hein, mais elle ne porte pas les mêmes implications que lorsque l'on discute de la Révolution française ou a fortiori lorsque l'on discute de la Révolution russe et soviétique. Voilà. Euh, cette révolution mexicaine, pour, euh, si on veut y entrer, une des manières les plus immédiates d'y entrer, c'est, je pense que hors, ici en France, hein, donc en France, que nombreux sont ceux qui ont à l'esprit pas que c'est partagé par toute la population, mais enfin certains ont à l'esprit cette photo très célèbre de la Révolution mexicaine, où l'on voit Emiliano Zapata et Francisco Pancho Villa, qui sont côte à côte,
Alors, c'est pratiquement la première fois et presque la dernière qu'ils se rencontrent. Ils s'étaient rencontrés quelques fois, une fois précisément quelques jours avant, et ils ne devraient plus jamais se rencontrer. Et là, ce jour-là, ce 6 décembre 1914, ils sont là tous les deux au palais présidentiel avec Francisco Pancho Villa, qui est jovial et souriant et qui est assis comme par dérision sur l'immense siège présidentielle, et à sa gauche, Emiliano Zapata, qui a l'air plus sombre. Hein, et quelques instants après la photo, il s'installera à son tour, hein, mais à peine 2 minutes, dans le fauteuil présidentiel. Cette photographie est en quelque sorte un condensé de l'histoire immédiate de la Révolution et de ses enjeux. Ce 6 décembre 1914, les paysans en armes, parce que je reviendrai, c'est une révolution armée, et où la guerre et révolution sont consubstantielles l'une à l'autre. Hein. Les paysans en armes s'étaient rendus maîtres du Mexique, et en tout cas d'une large partie du Mexique, et surtout maîtres du siège du pouvoir. Ils étaient installés au Palais national après 4 années de processus révolutionnaire. Que les paysans s'installent sur dans un palais présidentiel, que ce soit en Amérique latine ou ailleurs, on doit compter les occurrences antérieures, même pas sur les doigts d'une main. C'est un phénomène rare, rarissime, avant, et même d'une certaine façon après, un peu moins après, mais surtout avant, que cette installation physique, hein, de paysans sur le siège du pouvoir. De paysans ou de semi-paysans, enfin en tout cas de personnes authentiquement populaires. On ne peut, alors ils sont très différents, je reviendrai là-dessus, mais l'un comme l'autre, à leur manière différente, on ne peut en aucune manière leur contester leur inclusion dans ce qu'on peut appeler le peuple mexicain. Mais voilà, Zapata quittait Mexico le 9 décembre, après, Villa le 15 janvier, non pas qu'on les ont chassés, hein, ils sont maîtres physiquement, militairement, mais tout simplement parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire dans les médias de ce pouvoir qu'ils avaient conquis. Et là, euh, John Reed, qui a vécu l'une et l'autre révolution, il a une petite notation, hein, dans les 10 jours qui ont l'air le monde. Il dit la différence, les bolcheviks, c'est que quand ils prennent le pouvoir, ben, ils savent quoi en faire. Et on connaît l'anecdote, alors pas sur Lénine dansant, parce que au bout des 100 il a tenu, 3 mois après, il a tenu plus longtemps que la Commune de Paris. Bon, on a une différence. Hein. Alors, c'est cette de ça, hein, qu'il s'agit, et pour essayer d'y réfléchir, alors je vais revenir avant d'essayer de proposer une interprétation, je vais quand même revenir, il me semble que c'est assez utile, sur la dynamique révolutionnaire. Bon, je vais essayer d'éviter la multiplication des personnages, mais enfin, je vais quand même en citer au moins 7 ou 8, hein, c'est un minimum, hein, parce que dans l'histoire, ce faisant, il y a une part d'histoire événementielle qui est irréductible. Hein. En tant que marxiste, effectivement, on réfléchit sur effectivement les enjeux du rapport entre force productive et rapport de production, mais sur l'histoire ce faisant, il y a des enjeux, il y a des personnages et qui sont capables de regrouper ou pas autour d'eux des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de personnes pour justement intervenir dans cette histoire. Alors, cette dynamique révolutionnaire, le 5 octobre, le 5 octobre 1910, quand un fils de grande famille, hein, c'est un terrateniente, hein, Francisco Madero, qui a été formé au libéralisme politique en France, c'est un libéral,
pas un démocratique, mais un libéral au sens politique, au sens du 19e terme, évidemment, s'élève contre la 7e réélection du président Porfirio Díaz, qui est au pouvoir depuis 1876. Et on est en 1910. C'est très long. Alors, je ne vais pas revenir sur la nature du régime de Porfirio Díaz. En tout cas, il est montré par les libéraux comme un dictateur. Il est en partie, mais enfin bon. Et surtout, ce Francisco Madero annonce une insurrection pour le 20 novembre. C'est-à-dire qu'il ne voit pas d'autre moyen de mettre fin à la dictature. Je répète, c'est un libéral démocratique. Il n'est pas du tout socialiste, même au sens de socialiste à l'époque, c'est un libéral démocratique, mais il ne voit pas d'autre moyen que pour mettre un terme à ce qu'il considère être la dictature de Porfirio Díaz que d'appeler à une insurrection armée qui doit se déclencher le 20 novembre. Donc le 20 novembre 1910, aujourd'hui, alors que Madero est en exil aux États-Unis, plusieurs groupes, alors ce sont des petits groupes d'à peine quelques dizaines d'hommes parfois, qui prennent les armes, notamment dans l'État septentrional du Chihuahua. C'est important parce qu'effectivement, il y a une frontière commune avec les États-Unis, donc Madero a été exilé, plusieurs s'exilent, c'est aussi plus pratique pour acheter des armes, il y a toujours des trafiquants d'armes, enfin bon, c'est pas sans intérêt que ça soit un État frontalier. Madero revient au Mexique en février, tandis qu'en mars, donc on est en mars 1911, dans une autre partie du Mexique, dans l'État du Morelos, un peu au sud ouest de Mexico, Emiliano Zapata se soulève aussi. Alors, lui, surtout, son objectif, c'est de restaurer dans leurs droits les communautés rurales, pratiquement indiennes, qui ont été spoliées par le développement du capitalisme au Mexique, en gros depuis les années 1880. Le sort de ces communautés indiennes, alors c'est variable selon les cas, mais est d'une certaine façon, en tout cas, est beaucoup plus dans une situation beaucoup plus de soumission qu'il ne l'était à l'époque impériale sous la domination des rois d'Espagne qui avaient accordé des droits aux communautés indiennes. Donc là, le développement du capitalisme en créant notamment le parc. En gros, c'est ce qui s'est passé un peu partout, c'est-à-dire le partage des terres collectives, le désamortissement des terres collectives, évidemment, ce qui est logique du point de vue du capitalisme, effectivement, donc, fait que ces communautés paysannes et indiennes sont en plus mauvaise situation vers 1910 qu'elle ne l'était vers 1860. Les premiers succès, au nom de Madero, sont remportés par des chefs de guerre qui ont regroupé autour d'eux quelques dizaines de personnes, quelques centaines dans le meilleur des cas. Notamment dans le nord, il y en a deux, au Roscoe, qui est muletier, et puis un autre, évidemment, qui est très connu, c'est Francisco Pancho Villa, qui est un demi-bandit, pour lequel qualifier rapidement, c'est ça, qui est tous les deux dans le Nord, et ce sont ces insurrections armées qui mobilisent quelques centaines d'hommes au mieux, qui incitent qui conduisent le président Diaz à démissionner en mai, donc vous voyez, ça c'est pas tout de suite, il y a quand même quelques mois de conflit, au profit de Francisco Madero, afin d'éviter justement, c'est très clair, afin d'éviter tout débordement populaire. C'est-à-dire, je ne peux plus me maintenir, mais je confie le pouvoir au raisonnable, à la gente des razón, au risque, parce que sinon, c'est en train de partir dans tous les sens. C'est très décentralisé. Madero est donc désormais président du Mexique, donc à la mi-1911, et il s'emploie d'une part à désarmer les révolutionnaires, dont Pancho Villa, qui rend les armes, se faisant tirer l'oreille un petit peu, mais il rend les armes, et à rétablir au Mexique
bon fonctionnement de la constitution libérale de 1867. Parce que le Mexique, il y avait déjà eu une révolution dans le contexte de la présence des Français vers la fin des années 1860, menée d'ailleurs par quelqu'un, Benito Juárez. Ceux qui regardent les westerns parfois entendent parler de Benito Juárez, notamment dans le film de Robert Aldrich, Veracruz, avec Burt Lancaster et Gary Cooper. Et là où les Français ont joué rôle, et cette révolution avait accouché d'une constitution relativement libérale, même passablement libérale, en 1867. Mais elle n'était pas respectée. Il s'agit, pour Madero, il s'agit bien de faire respecter cette constitution de 1867 et plus quelques mesures sociales, parce qu'évidemment on est en 1910 et plus tout à fait en 1967, mais qui sont timides. Il ne s'agit pas de changer véritablement le régime. Et notamment, évidemment, il est surtout très intéressé, Madero, par tout ce qui concerne les libertés publiques, liberté de la presse, liberté d'expression politique, enfin ainsi de suite. Donc, mais en revanche, il oublie complètement les revendications paysannes sur la terre. Il ne comprend pas d'ailleurs pourquoi que ces Indiens ils veulent rester dans l'ancien régime plutôt que d'aller vers la modernité. Ce que, évidemment, Emiliano Zapata ne lui, évidemment, ne lui donne aucun blanc-seing. Et Zapata, à l'inverse de Villa, il ne dépose pas les armes. Avec l'accession de Madero au pouvoir, il dit non, non, moi, je garde les armes tant que les droits des communautés paysannes ne sont pas reconnus. Et le 25 novembre 1911, donc là, c'est Madero qui est au pouvoir, hein, donc Zapata appelle à poursuivre la lutte armée jusqu'à satisfaction des revendications. Alors, je passe un peu, et là, les choses vont prendre un tour différent, puisqu'en février 1913, le général Huerta, soutenu par d'anciens porphyristes, par les grands propriétaires, par l'Église, renverse Madero et le fait assassiner. Donc c'est, vous voulez, le triomphe de la contre-révolution. Il y avait des révolutionnaires à Mexico, Madero, révolutionnaire libéral, et puis encore des petits groupes, notamment celui de Zapata, qui continuent. Et donc, de toute façon, là, c'est le contre-révolutionnaire qui prend le pouvoir. C'est là, dans ce cadre-là, que le gouverneur, c'est un possédant, enfin, il est moins possédant que Madero, enfin, c'est pas, donc il refuse de reconnaître le contre-révolutionnaire et qui se proclame primer chef et prétend exercer l'autorité, hein, chef, au nom de la Révolution, non plus. Non. Et donc, mais ce Carranza qui prétend représenter désormais la Révolution se heurte d'une part à Zapata qui ne reconnaît pas davantage Carranza qu'il n'a reconnu Madero, évidemment, qui lui reste sur ses satisfaction des revendications paysannes, mais aussi, alors, sur Pancho Villa, il a autorité. Hein, Pancho Villa reconnaît Carranza, mais alors il le reconnaît, en fait, il mène la manière qu'il a de concevoir la révolution, c'est-à-dire effectivement d'avancer militairement, de partager la terre quand il trouve, les haciendas, de répartir et de mener la guerre surtout contre les révolutionnaires de Huerta. Et là, c'est dans ce processus de guerre contre la contre-révolution que il y a en gros assez vite 4 partis révolutionnaires. Celui de Carranza, qui est en fait le plus modéré. Alors, modéré, c'est modéré politiquement, parce qu'ils sont tous armés. Hein, donc, c'est pas la modération n'est pas une modération physique, hein, c'est une modération politique. Hein. Donc, il y a le parti de Carranza qui dispose normalement de l'autorité légale et donc contre, enfin, d'une autorité qui se prétend légale contre celle du gouvernement contre-révolutionnaire. Et il y a
quelqu'un d'autre qui est aussi issu du Nord, qui est Alvaro Obregón, dont on va reparler, qui représente euh, la petite bourgeoisie, en fait, pour avoir un équivalent. Villa, qui représente plutôt le monde du nord du Mexique, des éleveurs, des cow-boys, en fait, hein, c'est des vaqueros, et ainsi de suite. Et puis le monde des paysans indiens, qui est Zapata. Donc, ces quatre luttent théoriquement ensemble contre Huerta, mais les deux derniers vont plus vite d'une certaine façon, hein, vont plus vite, font plus de... et militairement. Hein, et c'est pour ça qu'on les retrouve à Mexico en décembre 1914. Ce qui signifie, en décembre 14, que la vieille oligarchie, celle que représentait Huerta, avait perdu le pouvoir. Et d'une certaine façon, elle a perdu le pouvoir politique pour toujours. Et même, elle a perdu une partie de ses biens, puisque, tout à l'heure, au fur et à mesure que, notamment, les villistes avançaient, ils partageaient les haciendas. Donc, et ce sont des résultats, même obtenus de cette façon, ce sont des résultats qu'en Amérique latine n'avait pas obtenu l'expérience, par exemple. Il y a une expérience très peu connue ici en France, en Europe. En Uruguay, début du siècle, il y a une expérience qui est qu'on pourrait appeler social-démocrate, véritablement social-démocrate, par un nommé Batle, B-A-T-L-E, qui effectivement instaure la journée de 8 heures, des congés payés, le suffrage universel féminin, enfin, bon, plein de choses, mais qui ne parvient pas à mordre sur le pouvoir de l'oligarchie. Alors, évidemment, ni cette révolution, ni même la révolution radicale de 1909 en Argentine, ni même la révolution de Madero de 1911-1912. Là, c'est fait. En tout cas, dans certaines parties, dans les parties contrôlées par les villistes en particulier. Or, il ne s'agissait pas seulement de prendre le pouvoir, il s'agissait aussi de l'exercer. On reprend la suite d'ici. Là, mais pour l'exercer, il faut un programme, une politique et un parti. Alors, il est probable que Zapata pensait posséder un véritable programme, et il y a un programme, hein, le plan de Ayala, mais sans doute sentait-il aussi que ce dernier était trop exclusivement agrariste. Et de toute manière, l'alliance stratégique qu'il forme avec Villa, 1914, et même un peu après, n'était pas exempte de malentendus, le fait qu'ils ne se soient plus rencontrés, un signe, et ne possédait pas, au-delà de l'enthousiasme des carabines et des partisans, des Viva Zapata, Viva Villa, il y en a partout, mais il n'y a pas d'outil politique capable de transformer en véritable révolution sociale la victoire acquise par les armes. Qui, tout à l'heure, en réalité, l'un comme l'autre ne savaient que faire du pouvoir. C'est là, évidemment, en 1915, au nom de Carranza, le général Obregón, ils sont tous généraux, hein, général Obregón, qui remporte sur Villa plusieurs batailles très sanglantes dans le centre puis le nord du pays. C'est-à-dire que vous avez Huerta, le contre-révolutionnaire, a été éliminé. Donc il y a une guerre révolutionnaire au sein de la révolution, notamment au nord, entre Obregón, Carranza et Obregón, en fait c'est Obregón qui fournit l'essentiel des troupes, et Villa. Et Villa dont la popularité ne fléchit pas, mais qui ne pourra désormais mener que des opérations de guérilla, parfois avec un certain éclat, notamment une opération menée contre les États-Unis,
jusqu'à présent, c'est le seul qui a réussi à envahir les États-Unis. Pas très loin, pas très loin et pas très longtemps, mais quand même, il a fait une chevauchée. Alors, il y a un côté western, hein, il y a des épisodes sur Villa où on l'attend dans un coin et dans un lieu, et en fait, il est à 600 km parce que avec ils ont chevauché à cheval, hein, ce qui avance. Bon, après, il y a bon, toute une série de choses, c'est extraordinaire, hein, à lui tout seul. Mais bon, petit à petit, il s'épuise. Et Obregon, un Obregon qui est soutenu. Alors, il y a deux révolutions. Il y a la révolution guerrière, mais à Mexico, les zapatistes et les villistes vont être ensuite petit à petit éliminés. Et le mouvement ouvrier de Mexico, parce qu'il y en a, il y a eu un développement du capitalisme au Mexique, sous Porfirio Diaz, qui a créé une classe ouvrière mexicaine, qui est à Mexico, à Puebla, Monterrey, enfin dans quelques villes. Les ouvriers qui se sont formés en bataillon rouge, en fait, c'est plutôt des anarcho-syndicalistes que des socialistes, soutiennent Obregon. Ils ne soutiennent pas Villa, et encore moins Zapata, ils ne comprennent pas, mais ils soutiennent Obregon. Ils soutiennent, et on a des ouvriers mexicains, anarchistes ou anarcho-syndicalistes, ou même certains combattant les troupes villistes. Alors, c'est évidemment alors les guérillas se poursuivent, mais celle de Villa, celle de Zapata, mais Zapata va tenir le Morelos, il va même un embryon d'État zapatiste, mais qui est incapable d'aller au-delà de l'État de Morelos, en fait, l'État qu'il connaît, hein, et qui est le sien, et son programme est adapté aux revendications paysannes de l'État du Morelos, de l'État du Guerrero, enfin, de cette zone-là. Correspond évidemment pas du tout aux aspirations des paysans du nord du Mexique qui sont dans des structures agraires et des structures même ethno-sociales complètement différentes de celles des États du centre. Alors, on arrive quand même à une constitution qui est proclamée en 1917, c'est toujours la constitution du Mexique aujourd'hui, qui est bien le fruit d'un compromis révolutionnaire. Il y a des éléments du socle libéral du 19e siècle, bien entendu, qui sont conservés. Cependant, ce qu'on peut appeler les radicaux, notamment les officiers jacobins, parce qu'ils se réclament certains de l'héritage de la Révolution française, les jacobins qui sont dans l'entourage d'Obregon, soutenus par les ouvriers de Mexico, pèsent davantage, enfin au moins, oui, sensiblement davantage que les modérés qui avaient soutenu, enfin qui soutiennent toujours, Carranza. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Séparation de l'État et de l'Église, qui était raffermie parce qu'elle avait déjà été évoquée dans la Constitution de 1867, donc séparation de l'Église et de l'État. Article 3 affirme le caractère obligatoire et laïque de l'enseignement, et surtout, l'article 27. L'article 27 qui concerne le régime de propriété des terres et qui porte la marque de certains idéaux zapatistes, puisqu'il pose pour principe que la propriété des terres et des eaux est originellement propriétaire de la nation et donc ne relève pas du droit naturel, mais d'un fait social. En conséquence, la nation a le droit d'imposer les modalités de l'exercice de celle-ci, privée ou socialisée, et peut exproprier pour cause d'utilité publique. Et on verra, c'est pas sans importance, puisque c'est ce qui légitime les réformes de Cárdenas dans les années 30. Donc, et toutefois, là, c'est le plus bourgeois, hein, le plus modéré qui est élu président, d'une révolution bourgeoise, mais aussi très anticléricale, et qui est à la fois en fait très conservatrice et très anticléricale, qui paraît l'avoir emporté. Mais la lutte des classes au sein de la Révolution se poursuit jusqu'à l'assassinat de Zapata en avril 1919 et à la reddition de Pancho Villa, qui finit par se rendre en juillet 1920, après une dernière action des classes, celle que j'évoquais tout à l'heure.
Entre-temps, Carranza est assassiné lui aussi. C'est Obregón qui gagne les élections de 1920 et qui devient ainsi président du Mexique en décembre 1920. On peut dire à ce compte que la révolution armée, quasiment terminée en 1917, mais là, a été terminée, puisqu'il y a quand même entre 17 et 20, il y a encore Zapata et Villa, puis un ou deux autres qui continuent à se battre. Donc, Obregón qui sera manifestement assassiné Villa 3 ans après. Hein. Ça, au moins, il sera tranquille. Alors, c'est une révolution bourgeoise, sans doute, mais puisque c'est la révolution qui va Carranza, Obregón, mais elle a été conduite très largement et gagnée par la petite, qu'on peut appeler la petite bourgeoisie jacobine, c'est-à-dire Obregón, et la dynamique a été donnée par l'irruption immédiate et massive du peuple, des masses populaires dans le processus révolutionnaire sous la forme de la guerre paysanne. La révolution, c'est la guerre, et pour eux, c'est menée, entre autres, hein, il y en a d'autres, mais les plus connus, par Zapata et Villa. Malgré tout, si la révolution mexicaine œuvra, évidemment, marxiste, évidemment, son rôle historique est de favoriser, de porter le développement du capitalisme national mexicain, de le débarrasser d'une certaine façon, d'un certain nombre de blocages d'anciens régimes qui le marquaient encore sous l'époque du Porfiria. Sous l'époque de Porfiria, il y a un développement du capitalisme, mais il y a des pesanteurs pré-capitalistes. Bon, là, effectivement, la destruction, ou à peu près parce que les haciendas du régime, c'est à la fois des systèmes économiques, mais également de domination sociale très forte, qui normalement disparaissent avec la Révolution. Donc les articles 27 et 123 étaient bien destinés à adosser la consolidation de ce capitalisme national, c'est important, au consentement populaire. Parce que, précisément, ici, il y avait eu, à leur mesure, bien sûr, mais c'est une mesure qui n'est pas si petite, intervention de masse dans le processus et de dizaines de milliers d'ouvriers, vous avez vu tout à l'heure, en faveur d'Obregón, et surtout de centaines de milliers de paysans. Par-delà la rhétorique, officiel s'est construit toute une rhétorique sur cette révolution, c'est quand même, on discutera, une différence avec les histoires de la construction de l'État et du capitalisme national ailleurs en Amérique latine. Et mais en tout cas à l'époque, mais même sur le XXe siècle, cas particulier, et que l'on s'y réfère ou que l'on s'en défie, la révolution Mexique a servi de repère pendant très longtemps, au moins jusqu'aux années 60, à tout le continent. Sans compter que le Mexique était une terre d'accueil pour les exilés des différents États latino-américains au gré des changements politiques ailleurs. Car, au bout du compte, s'il est légitime de s'interroger sur la signification historique de la révolution mexicaine, de montrer les mécanismes de conservation ou de rénovation des classes dirigeantes entre la fin du 19e et le début du 20e, le trait majeur, profond, ce qui ne signifie pas exclusif, bien sûr, de cette révolution fut l'importance et l'intensité de la participation populaire, rurale et paysanne à l'événement. Et participation qui a été décisive. S'il y eut bien entendu d'autres révoltes armées paysannes ailleurs, ne serait-ce d'ailleurs qu'au Mexique, il y en avait eu avant au 19e et surtout il va y en avoir une autre très importante, très forte à la fin des années 20, celle des Cristeros qui est contre la révolution,
hein, qui est une sorte alors c'est plus compliqué, hein, mais c'est une sorte de gigantesque Vendée, donc, contre les révolutionnaires, et authentiquement populaire, hein, par la composition sociale de ceux qui, il y a d'anciens zapatistes, hein, qui sont chez les Cristeros. Donc, dans la composition sociale, ça a été ce qui est marquant, c'est l'articulation au mouvement révolutionnaire général, qui était issu, lui, du libéralisme démocratique, de ces manifestations, révoltes et révolutions du peuple mexicain. Évidemment, pas sans contradiction. C'est le processus même révolutionnaire qui montre bien les contradictions de cette révolution. Et de cette dialectique, le zapatisme en fut l'expression la plus, à mon sens, la plus nette. En somme, on ne saurait perdre de vue qu'il y eut comme plusieurs révolutions simultanées, différentes, mais articulées les unes aux autres en fonction des caractéristiques propres du Mexique, de la mobilisation des respectifs groupes sociaux, des quasi-classes en quelque sorte, mais sauf dans le cas des ouvriers de Mexico ou de Puebla, c'est des groupes sociaux avec conscience, une conscience socio-ethnique dans le cas du zapatisme, une conscience de classe rudimentaire dans le cas du villisme, mais évidemment, ce n'est pas le même niveau que celle des ouvriers de Mexico, qui ont des consciences de classe du type de celle que l'on a en Europe à la même époque. La Révolution, en plus, a mis en branle presque tout le territoire, pas tous, hein, mais l'ensemble des groupes sociaux, des hommes et bien souvent des femmes, avec l'image de la soldadère, de la d'élite, hein, et des paysans qui deviennent à la fois révolutionnaires et guerriers, car il n'y avait pas d'autre praxis révolutionnaire qu'armée. D'ailleurs, la gauche, je vais consacrer un colloque là-dessus, la gauche européenne ne comprend pas, prennent les zapatistes pour des Vendéens, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas, et en même temps que c'est la révolution qui légitime les actes de guerre. Les actes de guerre, y compris les plus cruels, hein, de certains lieutenants de Villa en particulier, est légitimé par la révolution. En vertu de ces caractéristiques, aucune des révolutions, que ce soit la révolution petite bourgeoise d'Obregon, que ce soit la révolution paysanne ranchera, enfin un peu montagnarde de Villa au nord, que ce soit la révolution paysanne indienne de Zapata plus au sud, aucune n'aurait seule triomphé. Que l'on considère, pour s'en réjouir ou en faire la critique, que le processus révolutionnaire a été accompli ou interrompu par Obregon, pour certains c'est le Bonaparte mexicain, je trouve qu'à certains égards la comparaison est assez juste, c'est-à-dire il est à la fois pleinement dans la révolution et en même temps il l'arrête. Hein. Furent nécessaires donc à la dynamique révolutionnaire mexicaine ces alliances de tout type qui en font la trame événementielle. Au reste, les chefs révolutionnaires, qui sont des personnages qui peuvent apparaître à l'observateur européen du XXIe siècle haut en couleur, comme aux yeux de la gauche européenne, Jaurès est allé faire toute une série de conférences en Amérique latine. Il n'est pas allé au Mexique, il était en Uruguay, en Argentine. Il n'a pas un mot pour la révolution mexicaine. Elle se déroule à ce moment-là. Il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Ce sont des figuras, hein, comme on dit en espagnol, qui sont l'expression profonde de l'éthos populaire, de l'imaginaire, des aspirations collectives et d'une certaine façon, l'attitude, le comportement, l'exploit individuel condense les vertus du peuple en même temps qu'en agissant, le chef révolutionnaire, puisque c'est de ça qu'il s'agit, hein, en accomplit la destinée, l'accomplissement, même partiel, de certaines des promesses de la Révolution à destination des masses populaires sous la Faro Cárdenas, c'est-à-dire dans les années 30, quand la phase
armée, hein, révolutionnaire au sens strict, est achevé, permis que se paracheva effectivement un mythe de la révolution qu'Obregon avait tout de suite entrepris d'élaborer. Hein. C'est des réformes agraires d'ampleur. Hein. Il y a une réforme agraire d'ampleur, c'est le seul pays, pas évidemment Cuba, mais le seul pays où effectivement on a essayé de la faire un petit peu, même si elle n'a pas été faite complètement. Il y a la nationalisation du pétrole, donc ainsi de suite. Hein. Alors c'est quoi ce mythe? C'est contre la dictature et le pouvoir des puissants et de l'étranger. C'était dressé l'apôtre de la révolution et de la démocratie. Ça, c'est Madero, figure immaculée. Et puis, évidemment, il y a et le peuple mexicain, mais pas Madero tout seul, Madero et le peuple mexicain. Et derrière Madero, désormais incontestable, devait se poursuivre l'accomplissement de la révolution. C'est comme ça que Cárdenas le montre dans les années 30. C'est-à-dire, on a résisté à la contre-révolution qui a été vaincue dans la personne de Huerta au moment du processus révolutionnaire lui-même et vaincue également quand on vainc les cristeros, donc les chrétiens, dans les années 30. Et d'où une sorte de révolution où on va un peu mettre tout le monde dans la généalogie, y compris Zapata, Villa, Obregón, Carranza, tout le monde dans la famille révolutionnaire, effectivement. Et le point d'arrivée de ça, c'est le Parti révolutionnaire. Alors, il a un autre nom quand plus tard que Caliès le crée, mais c'est celui qui va être connu sous le nom de Parti révolutionnaire institutionnalisé. Donc, ce qui, évidemment, il y a une sorte d'oxymore, mais l'oxymore dit bien de quoi il s'agit, en fait. Et cette expérience révolutionnaire, fort, T'inquiète pas, il y a eu l'effort en faveur de l'éducation qui est mené dans le Mexique révolutionnaire, alors, de manière incomplète, de manière évidemment orientée, l'effort aussi d'intégrer une partie, hein, le Mexique des trois cultures, d'intégrer une partie du passé, alors espagnol, indien et le Mexique de la modernité. Il a fallu longtemps à d'autres pays latino-américains pour assumer le passé amérindien, le passé préhispanique. C'est évidemment que c'est incomplet. Évidemment qu'en plus, ça s'est ossifié que le régime s'est manifesté par une corruption, un niveau de corruption tel que il a été renversé par les urnes la première fois en 2000, mais au profit de la droite libérale. En fait, ce sont les vaincus de la révolution qui reviennent au pouvoir en 2000. Et alors, évidemment, ce qui nous réjouit, nous, c'est que des tentatives d'accomplissement de la révolution, de critique de l'institutionnalisation par la poursuite de l'accomplissement de la révolution, est enfin abouti au terme de presque 2 décennies de tentatives, hein, donc avec Guatemoc Cárdenas, et ensuite après avec López Obrador, et que c'était confirmé aux dernières élections. Mais évidemment, c'est une révolution qui est incomplète, mais comme la Révolution française a été incomplète. Et le Mexique partage idéologiquement, partage cette référence d'avoir été refondé par une révolution, comme la France, ou fondée dans les États-Unis, mais il y en a, en fait, si vous y réfléchissez bien, il n'y en a pas tant de pays que ça. Où l'évolution historique n'est pas attribuée à une révolution politique et sociale, puisqu'il s'agit d'une révolution politique et sociale, mais plutôt à une sorte d'évolution normale des choses. J'étais un peu long peut-être, mais enfin, voilà. très bien. Qui veut intervenir? Gloria, vas-y. Rester sur la lutte des classes dans la Révolution. Je voulais vous demander que reste-t-il de cette lutte des classes dans la Révolution dans les événements, et notamment le 2 octobre 68,
et ce qui autour, bien sûr, et donc, la sortie de la que reste-t-il dans le 1er janvier 1994 avec le mouvement zapatiste, et que reste-t-il dans Morena, et donc dans le gouvernement actuel, avec le rôle particulier que joue le Mexique dans l'intégration régionale, avec le poids et le rôle particulier qu'il joue. Alors, évidemment, ce sont les deux, enfin, les événements de 68, sont à la fois le signe le signe de l'inachèvement, enfin, comment dire, je suis pas là pour défendre rétrospectivement le pouvoir mexicain en place à l'époque. L'ampleur de la répression est disproportionnée. Témoigne justement que les promesses de la révolution de 1910, 1917, n'ont pas été accomplis de plusieurs façons, n'ont pas été accomplis à plusieurs niveaux. Au point de vue politique, le premier point, c'est effectivement l'ossification du régime, sa corruption, sa complaisance avec les puissants. En fait, sauf de temps en temps, évidemment, il y a eu Cardenas, puis après, de temps en temps, il y a un président qui essaye de se souvenir que le régime a été fondé par la Révolution, et puis c'est quelques velléités, et passé quelques mois, on revient vers une routine qui est en fait très complaisante avec les classes, les nouvelles. C'est pas les classes dominantes du 19e, c'est plus les mêmes. Ce sont celles qui se sont constituées au début du 20e, mais qui justement, les classes révolutionnaires du début du 19e sont devenues les classes conservatrices et veulent conserver ce pouvoir. Et ils ne se conservent, de leur point de vue, justement, qu'à partir du moment où ils sont en mesure d'assumer au minimum le programme de Madero de liberté publique. Or, en 1968, montre que, effectivement, ils sont même pas fichus d'être libéraux au sens plein du terme et de pouvoir permettre. Bon, il y a d'autres aspects, hein, puisqu'on est dans une perspective, dans une histoire globale des idées dans les années 60, particulièrement contestatrice, que le Mexique, justement, les pays d'Amérique latine, mais le Mexique en particulier, a une population étudiante très nombreuse, qui en fait, les étudiants ne sont pas une classe sociale, mais à partir d'une certaine quantité, ils ont une masse critique qu'ils n'ont pas dans les autres pays latino-américains, sauf un peu en Argentine, mais et au Brésil, mais bon, et ils n'ont pas en Colombie, par exemple. Et, enfin, à l'époque. Dans le cas du Chiapas, ben, c'est pareil, là, c'est toujours la non prise en compte justement, de ce qui était annoncé en 1919, c'est-à-dire le Mexique des trois cultures. Alors, là aussi, avec les communautés en l'occurrence celle-ci, qui dotaient d'une expression politique en particulier, effectivement, avec quelqu'un qui refait, enfin, d'ailleurs il le dit explicitement, hein, c'est le néo-zapatisme, hein, c'est le néo-zapatisme et qui effectivement est tout à fait légitime et en même temps aussi tout à fait séduisant à l'égard de l'opinion internationale. Il l'a très bien compris, hein, très très bien compris. Il est sous-commandant Marcos, très très bien compris ça, que ils ont intéressé l'opinion internationale au sort des Indiens et des communautés rurales, c'est quelque chose qui marche, c'est ce qu'ils essayent de faire aussi au Nicaragua. Alors, corps défendant, ce n'est pas sans arrière-pensée non plus. Enfin, il y aurait beaucoup à dire sur la manière d'insister sur le sort des communautés de base et sur le sens politique qu'on doit donner à cette manière d'insister sur le sort des communautés de base, à l'histoire par en bas.
C'est l'objet Notre d'un autre débat, hein, pour l'année prochaine peut-être. Enfin, c'est pour ça que j'observe avec beaucoup d'intérêt et de sympathie le troisième, hein, c'est-à-dire la tentative qui apparemment a l'air de plaire aux Mexicains et aux Mexicaines, puisqu'ils ont voté il y a quelques mois, ils ont voté encore plus massivement en sa faveur, de trouver de réanimer le souffle de la révolution, pas dans les mêmes conditions matérielles, évidemment, euh, cet accès au pouvoir a été, il a fallu être patient, il a fallu plus de 20 ans, commence à avoir une vingtaine d'années, mais ça a été réussi, ce qui est quand même un cas assez rare, hein, non seulement au Mexique, mais d'une manière générale, par les urnes, hein, sans coup d'État, sans révolution armée et sans coup d'État, par le jeu des institutions de 1917 d'ailleurs, et d'accéder au pouvoir et surtout de le conserver à l'occasion du renouvellement. J'ai très peur en me disant, mais ils sont élus que pour 6 ans, 6 ans après, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, tout n'est pas parfait. C'est dans un contexte où la violence politique euh, demeure dans l'arène politique et s'est déplacé sur d'autres arènes, notamment tous les problèmes avec la lutte contre les cartels de drogue, quoi, qui est quand même les cartels de drogue sont une puissance politique au Mexique. C'est pas une affaire de banditisme, c'est une affaire politique. Hein, alors je ne sais pas trop où, mais il a fallu avec un président qui au départ ne pouvait faire qu'une confiance très limitée à sa propre police, qui a dû s'appuyer sur les cadres de l'armée, hein, pour pouvoir, puisque il a dû faire appel aux militaires pour qu'ils l'aident, sans leur donner le pouvoir, mais simplement parce que dans la lutte contre les cartels, les policiers étaient au moins inefficaces. Et donc là, c'est un grand signe d'optimisme, mais globalement, euh, si l'on peut être à juste raison assez pessimiste sur. Enfin, il y a une sorte de pessimisme de l'immédiat en France et en Europe. Au niveau international, que ce soit en Amérique latine ou aussi ailleurs, il y a, lorsqu'on est il y a il y a beaucoup de raisons de trouver des points d'appui d'espérance, ça c'est sûr. Et notamment le Mexique en est un. Le Mexique en est un. Cette formule qui est proposée, elle n'est pas parfaite, hein, on peut trouver plein de choses, mais elle me semble quand même plutôt moins mauvaise que la plupart des. Et il faut simplement espérer qu'ils tiennent, hein, dans le contexte, déjà dans le contexte interrégional, surtout qu'il risque d'avoir de très fortes pressions de son voisin du Nord. Déjà immédiate, puisqu'effectivement, l'autre, il veut casser l'ALENA. Alors, l'ALENA, nous étions contre, évidemment, mais une rupture violente dans ces cas-là, ça risque alors là, de provoquer effectivement au Mexique vraiment des problèmes économiques et donc sociaux, et sociaux sur une partie de ce qui est la base électorale, justement, de Morena, qui est sa base électorale, parce que ça risque de déstructurer complètement tout l'appareil industriel du nord du pays, et les ouvriers et employés de ces entreprises sont la base électorale. Vas-y, Maurice. Parce que je n'ai pas de mémoire et je suis emmerdé, je ne sais pas combien de temps. La quatrième transformation, j'en ai trois, l'indépendance, la révolution, c'est laquelle la troisième du moment cube? La quatrième transformation, l'éducation. Dans la question traditionnelle que demande l'éducation, pendant le premier temps de la révolution. L'éducation, l'alphabétisation, enfin, ainsi de suite. Ouais, tout ça. Pendant le premier temps de la révolution, on va dire quel est le rôle du Congrès ambulant?
Alors, Louis le Grand, voisin du Nord, a un rôle. Alors, laisse, laisse tomber Porfirio Diaz. Son rôle change, hein. Dans un premier temps, il laisse tomber Porfirio Diaz, puisqu'il Madero est en exil aux États-Unis, quand même, quand il lance son appel, et il laisse tomber Porfirio Diaz, tout simplement parce que Porfirio Diaz, enfin, pas que ça, hein, mais il y a plusieurs raisons, parce que, effectivement, quelqu'un qui est au pouvoir depuis 1876, les Américains, ils n'aiment pas trop ça, ça fait un peu César, ils n'aiment pas ça, et puis surtout parce que dans le partage des concessions, Porfirio Diaz, le Mexique est un endroit où les États-Unis sont en train d'essayer de sortir les Anglais depuis déjà longtemps. Et Porfirio Diaz, qui essaye de tenir la balance entre les deux, pour pas être trop lié à l'un ou à l'autre, vient d'accorder des droits aux Anglais. Donc les Américains les États-Unis sont furieux. Donc finalement, il se dit, ah ben oui, c'est un dictateur, on va le sortir. Madero, il présente très bien. Donc, ils sont plutôt pour. Ils sont plutôt pour. Ils envoient même font une intervention à Veracruz. Ils débarquent à Veracruz en 1914. Hein. Il y a un texte de Jack London, notamment, là-dessus, qui est d'ailleurs pas très clair. Le Jack London, il ne comprend pas grand-chose, ce qui se passe non plus. Et oui, parfois, il faut lire le texte. Donc, et alors ils interviennent contre Huerta, mais après que l'ambassadeur américain ait soutenu Huerta. Enfin, leur choix, ça serait Carranza. Hein. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'à un moment donné, Villa s'est réfugié au Mexique au moment de Huerta. Ils repassent, ils sont même pas 20. Ils sont 16, je crois, à repasser la frontière. Et voilà, comme quoi, à 16, c'est un petit peu du même niveau que le Granma en 1956. Hein, c'est la même chose. Hein, et donc, il est allé chercher des armes aux États-Unis. Là, il n'est pas fâché. Et après, en 1916, évidemment, ils sont contre. C'est là où Pershing se fait. Il y a des épisodes célèbres avec les premiers avions qui sont des avions en reconnaissance. Et alors après, ils sont assez opposés Ils ont très peur des articles concernant la nationalisation. Obregon signe avec eux un accord en 1923, commerce. Ils regardent d'un œil très inquiet ce qui se passe, hein, évidemment ça leur fait pas plaisir. Hein, et au moment de la nationalisation de Cardenas, donc les 30, certains poussent pour une intervention et c'est manifestement le président Roosevelt qui ne veut pas d'une intervention au Mexique. D'abord, je pense qu'il n'est pas mécontent d'emmerder les grands pétroliers, les grandes firmes pétrolières qui ne l'avaient pas vraiment soutenu. Ils ont des rapports qui surveillent de toute façon. Mais au cours de la Révolution, c'est très différent selon le moment et le personnage. Bon, on a fait le tour? Pas tout à fait, mais bien. Écoutez, je vous remercie à tous et à toutes. Je vous souhaite un bon appétit.